16 décembre 1944, aube glacée, Manchot, Allemagne. La terre gelée tremble sous une nouvelle salve d'artillerie américaine. Les obus hurlent au-dessus des têtes, mais ce matin-là, quelque chose est différent. Terriblement différent. Incompréhensiblement différent. Les obus ne frappent pas le sol. Ils n'explosent pas dans les arbres. Ils détonnent en vol, précisément au-dessus des positions allemandes avançantes. Une pluie mortelle de fragments d'acier. Aucun trou d'homme ne peut protéger. Parmi la 326e division Volksgrenadier, qui attaque les positions du 38e escadron de cavalerie, des soldats qui ont survécu des années sur le front de l'Est rencontrent quelque chose qui défie leur compréhension de la guerre. Ce ne sont pas les schémas d'artillerie qu'ils connaissent, pas les impacts prévisibles, pas les zones sûres, pas la valeur protectrice des retranchements. C'est la mort, livrée d'en haut, avec une précision mathématique. À ce moment précis, le colonel Oscar Alfred Axelson, du 406e groupe d'artillerie, vient de prendre l'une des décisions non autorisées les plus lourdes de conséquences de la bataille des Ardennes. Contre les ordres en vigueur, sans l'autorisation du haut commandement, il a ordonné à ses artilleurs de charger des obus équipés du secret le plus jalousement gardé de l'arsenal allié, les fusées de proximité. Ces dispositifs contiennent des systèmes radars miniatures capables de détecter leur distance par rapport aux cibles et d'exploser à la hauteur optimale. Ils vont multiplier la létalité de l'artillerie par un facteur de 50. Les mathématiques de la mort sont sur le point d'être réécrites dans les forêts gelées des Ardennes. Ce que les soldats allemands ne peuvent pas savoir, c'est qu'ils viennent de rencontrer une arme si révolutionnaire qu'elle va transformer non seulement cette bataille, mais la nature même de la guerre. La tempête se déchaîne. L'opération Wacht am Rhein a commencé avec un immense espoir pour la Wehrmacht, le dernier pari d'Hitler. 200 000 soldats allemands, 1000 chars, près de 2000 pièces d'artillerie. Tous dissimulés dans le secret à travers les Ardennes embrumées. Le Führer avait assuré à ses généraux que cette offensive diviserait les armées alliées et permettrait de reprendre Anvers, renversant le cours d'une guerre qui glissait inexorablement vers la défaite. Le bombardement initial à 5h30 le 16 décembre a obtenu une surprise tactique complète. L'artillerie allemande tire à un rythme de 1600 coups par minute le long d'un front de 140 km. Le renseignement américain a échoué de façon catastrophique. Il n'a pas détecté l'énorme accumulation de troupes. De nombreuses unités de première ligne sont soit des remplaçants inexpérimentés, soit des vétérans épuisés envoyés dans ce secteur calme pour se reposer. Mais à Manchot, le colonel Axelson fait face à une situation tactique impossible. Le 38e escadron de cavalerie, une petite unité de reconnaissance, est submergé par des forces allemandes supérieures. L'artillerie conventionnelle ne peut pas arrêter l'assaut. Par désespoir, Axelson prend sa décision historique, déployer les obus secrets à fusée de proximité sans autorisation. Il devra plus tard faire face à une possible cour martiale, mais à ce moment-là, il reconnaît que suivre les ordres signifie une défaite certaine. L'effet est immédiat et dévastateur. Les soldats allemands, avançant en formation d'assaut traditionnelle, se retrouvent soudain sous un type de tir qu'ils n'ont jamais expérimenté. Les obus explosent de 10 à 15 mètres au-dessus d'eux. Chaque détonation crée un cône de fragments qui couvre une zone bien plus vaste que les obus classiques explosant au sol. Les vétérans, qui savaient comment se mettre à couvert de l'artillerie normale, sont fauchés dans leurs trous d'hommes, derrière les arbres, dans les fossés, partout où ils cherchent un abri. La science secrète de la mort. La fusée de proximité représente la convergence de l'innovation scientifique américaine et de la capacité industrielle à son apogée absolu. Contrairement aux obus conventionnels qui nécessitent un impact direct ou aux fusées à temps qui explosent souvent à de mauvaises hauteurs, la fusée de proximité contient un système radar autonome pas plus grand qu'une boîte de conserve. À l'intérieur de chaque fusée, les ingénieurs américains ont entassé 130 composants électroniques, dont 4 ou 5 tubes à vide miniature selon le modèle, capables de résister à l'incroyable force de 20 000 fois la gravité lors du tir d'une pièce d'artillerie. La physique en jeu est stupéfiante. Au moment du tir, l'accélération écrase une ampoule de verre contenant un électrolyte, créant une batterie qui alimente le petit radar pendant toute la durée du vol de l'obus.
Le docteur Merle Tuve, au laboratoire de physique appliquée de l'université Johns Hopkins, a piloté ce développement avec une intensité comparable au projet Manhattan. Le laboratoire, camouflé en concessionnaire automobile d'occasion abandonné à Silver Spring, dans le Maryland, employait 3% de tous les physiciens américains au pic de sa production. La sécurité était équivalente à celle du programme de la bombe atomique. Les ouvriers ne pouvaient pas discuter de leur travail, même avec leur famille. Chaque fusée portait un numéro de série unique pour le suivi. Le défi technique avait semblé insurmontable. Les tubes à vide conçus pour les radios de salon durent être complètement repensés pour survivre au tir d'un canon. Ils devaient fonctionner en tournant à des vitesses de rotation extrêmes, travailler dans toutes les conditions météorologiques et être suffisamment sensibles pour détecter les cibles sans détonner prématurément. La percée vint de techniques de miniaturisation qui allaient plus tard révolutionner l'industrie électronique. Les tubes du Dr James Van Allen n'étaient pas plus gros que des gommes de crayon, mais contenaient tous les éléments des tubes radio conventionnels. En décembre 1944, les usines américaines produisent 40 000 fusées de proximité par jour. Plus de 100 entreprises contribuent à l'effort. RCA, General Electric, Sylvania, Crossley Corporation. Le coût du programme atteint $1 milliard de l'époque, dépassé seulement par le projet Manhattan en termes de dépenses de guerre. Crise d'autorisation et expansion. L'utilisation non autorisée par Axelson le 16 décembre crée une crise immédiate au sein du commandement. Il a violé les ordres directs restreignant l'usage des fusées de proximité à la défense anti-aérienne, par crainte que des exemplaires capturés ne soient rétroconçus par les Allemands. Mais la dévastatrice efficacité à Monchaux est indéniable. L'attaque allemande est stoppée net, avec des pertes qui choquent les deux camps. La nouvelle de l'impact de cette arme atteint rapidement le quartier général suprême. Le général Eisenhower, reconnaissant la situation désespérée qui se développe dans les Ardennes, demande formellement l'autorisation le 19 décembre. Au 21 décembre, toutes les restrictions sont levées et les fusées de proximité sont autorisées pour un usage général au sol sur l'ensemble du champ de bataille des Ardennes. La distribution rapide qui suit démontre la supériorité logistique américaine. En quelques jours, des obus à fusées de proximité sont livrés aux unités d'artillerie dans tout le secteur. Le 463e bataillon d'artillerie de parachutistes à Bastogne reçoit sa dotation juste au moment où l'encerclement allemand se referme sur la ville. Le 420e bataillon d'artillerie de campagne blindée, avec ses canons automoteurs M7 Priest, commence à les utiliser pour défendre les approches nord-ouest. Le 969e bataillon d'artillerie, une unité afro-américaine commandée par le lieutenant-colonel Hubert D. Barnes, les emploie avec un effet dévastateur au sud-ouest de Bastogne. Chaque unité découvre la même vérité. Les fusées de proximité transforment l'artillerie d'une arme de soutien en un outil décisif sur le champ de bataille. Les observateurs avancés n'ont plus besoin de régler soigneusement le tir. Les fusées trouvent d'elles-mêmes leur point de détonation optimal. Les exigences de précision diminuent, tandis que la létalité augmente de façon exponentielle. Bastogne. Encerclé mais supérieur, le siège de Bastogne offre la démonstration parfaite des fusées de proximité dans la guerre défensive. La 101e division aéroportée, complètement encerclée et en infériorité numérique, tient le carrefour vital contre des assauts allemands répétés. Son appui d'artillerie inclut le 463e bataillon d'artillerie de parachutistes, équipé d'obusiers de 75 mm, capables de tirer des obus à fusée de proximité. Entre le 19 et le 31 décembre, le 463e tire exactement 7676 coups selon les registres officiels de l'unité. Bien que tous n'étaient pas à fusée de proximité en raison des stocks limités, ceux qui l'étaient eurent des effets psychologiques et physiques dévastateurs. Les formations d'assaut allemandes se retrouvent prises à découvert. Les obus à fusée de proximité détonnent au-dessus d'elles avec un timing précis, créant des motifs de destruction qui se chevauchent, ne laissant aucune zone sûre. L'attaque du 22 décembre, suite à la célèbre réponse Nuts du général McAuliffe à la demande de reddition allemande, met en valeur l'efficacité de l'arme. L'infanterie allemande, avançant à travers des champs enneigés en formation traditionnelle, est prise à découvert. Le 969e bataillon d'artillerie, entièrement composé de soldats afro-américains,
jouent un rôle tout aussi crucial. Leurs obusiers de 155 mm créent un anneau de mort autour du périmètre de Bastogne que les forces allemandes trouvent infranchissable. Les obus plus gros, détonnant à 15 mètres, couvrent des zones encore plus grandes avec des fragments mortels. Des prisonniers allemands rapportent plus tard que les unités attaquantes perdaient souvent leur cohésion avant même d'atteindre les lignes américaines, les soldats fuyant les explosions aériennes incompréhensibles. Le massacre de la rivière Saur, peut-être la démonstration la plus documentée de la létalité de la fusée de proximité, eut lieu à la rivière Saur, près d'Echternach, du 25 au 26 décembre. Le général George S. Patton, dont la 3e armée fonce vers le nord pour secourir Bastogne, fut personnellement témoin de cet engagement et le consigna dans ses mémoires « War as I knew it ». Un bataillon allemand, tentant de traverser la rivière partiellement gelée, croyait être caché de l'observation américaine par l'obscurité et le brouillard. L'artillerie traditionnelle aurait nécessité un réglage minutieux du tir, donnant aux Allemands le temps de compléter leur traversée ou de chercher un abri. Mais les obus à fusée de proximité n'avaient besoin d'aucun réglage de ce type. Patton écrit « Nous avons surpris un bataillon allemand traversant la Sour. Les nouveaux obus Posit étaient dévastateurs. Les obus éclataient dans les airs au-dessus d'eux. Ils n'avaient nulle part où courir. La rivière derrière eux, notre feu devant et au-dessus. Quand le tir s'arrêta, nous avons compté 702 corps. Ce chiffre, 702 tués sur des comptes réels, représente l'une des rares estimations de pertes précisément documentées de l'emploi de la fusée de proximité. L'efficacité mathématique était criante. Un seul bataillon cesse essentiellement d'exister en quelques minutes sans aucune possibilité de fuite ou de défense. L'impact psychologique se répand dans les unités allemandes du secteur, certains soldats refusant les ordres de mener des traversées de rivières. La guerre en forêt transformée. Les denses forêts des Ardennes, sur lesquelles les Allemands comptaient pour se dissimuler, deviennent des pièges mortels lorsque les fusées de proximité entrent en jeu. En terrain découvert, une fusée de proximité détonnant à 10 à 15 mètres était déjà assez mortelle. Mais dans les forêts, les effets se multiplient de façon exponentielle. Les explosions aériennes brisent les branches d'arbres, créant des milliers de projectiles de bois supplémentaires. Ces éclats, certains aussi longs qu'un bras d'homme, voyagent à des centaines de mètres par seconde, avec un effet létal. Les positions défensives traditionnelles, se mettre à couvert derrière de gros arbres, creuser des trous sous les racines, deviennent inutiles. Les fragments et les éclats viennent d'en haut, annulant des siècles de sagesse tactique sur le combat en forêt. Les unités d'artillerie américaines reconnaissent rapidement cet effet multiplicateur. Un seul obus de 155 mm à fusée de proximité, explosant au-dessus de la canopée de la forêt, peut dégager une zone de la taille d'un court de tennis de tout être vivant. La combinaison des fragments métalliques de l'obus et des éclats de bois des arbres crée une zone de mort à 360 degrés qu'aucune compétence tactique ne peut éviter. Les unités allemandes entraînées au combat en forêt trouvent leur expertise sans valeur. Se disperser pour éviter des pertes concentrées rend les unités vulnérables aux effets de grandes zones. Se regrouper pour un soutien mutuel signifie que des escouades entières peuvent être éliminées par des obus uniques. Il n'y a pas de réponse tactique correcte à cette nouvelle menace. Suprématie technique en action. La fusée de proximité fonctionne sur des principes qui semblaient relever de la science-fiction pour les soldats des années 1940. Chaque fusée contient un minuscule émetteur radio fonctionnant sur 180 à 220 MHz, envoyant continuellement des ondes qui se réfléchissent sur les objets, le sol, les arbres, les véhicules, les corps humains. Alors que l'obus approche de sa cible, le signal réfléchi se renforce. Quand il atteint une intensité prédéterminée, correspondant à la hauteur optimale d'explosion, un interrupteur électronique déclenche la détonation. L'ensemble du système doit fonctionner dans des conditions qui auraient détruit des composants électroniques normaux. Lors du tir, l'accélération atteint 20 000 fois la gravité terrestre, assez pour écraser un corps humain jusqu'à une épaisseur microscopique. Les obus tournent à des vitesses créant d'énormes forces centrifuges. Les températures varient de la chaleur du canon à 1650 degrés Celsius aux conditions glaciales au sommet de la trajectoire. Pourtant,
Les délicats tubes à vide, protégés par des systèmes d'amortissement innovants, survivent et fonctionnent avec plus de 80% de fiabilité. Les hauteurs d'explosion optimales ont été déterminées par des tests intensifs au terrain d'essai d'Aberdeen. Pour les obusiers de 105 mm, le canon d'artillerie divisionnaire standard, 10 mètres s'avère idéal. Les canons de 155 mm atteignent une létalité maximale à 15 mètres. Les rares obus de 240 mm créent des effets dévastateurs à plus de 20 mètres, capables de nettoyer des carrés entiers de quadrillage des forces ennemies. Cette supériorité technologique se traduit directement en domination sur le champ de bataille. Des études montrent que les fusées de proximité augmentent la létalité de 5 à 10 fois par rapport aux obus conventionnels. La zone de fragments mortels est augmentée d'un facteur de 50. Les applications anti-aériennes montrent des améliorations encore plus spectaculaires. Le taux d'abattage des bombes volantes fin passe de 17% à 79% en quelques semaines après le déploiement des fusées de proximité. Échec du renseignement et confusion allemande. L'échec du renseignement allemand concernant les fusées de proximité s'avère catastrophique. En décembre 1944, les forces de la Wehrmacht prennent d'assaut un dépôt de munitions américain, capturant environ 20 000 obus à fusées de proximité. Cette aubaine du renseignement aurait dû mener au développement immédiat de contre-mesures. Au lieu de cela, les experts techniques allemands examinent les fusées capturées et les déclarent impossibles. La présence de tubes à vide dans un obus d'artillerie contredit tout ce que les ingénieurs allemands croyaient savoir en électronique et en balistique. Ils concluent que les Américains utilisent une forme de détection magnétique ou que les composants visibles sont des leurres cachant le vrai mécanisme. Cet échec provient en partie d'un aveuglement institutionnel. L'Allemagne avait en réalité été leader dans le développement des fusées de proximité avant la guerre. Rheinmetall Borsig et AEG Berlin avaient des prototypes fonctionnels dès 1940. Mais l'ordre d'Hitler, annulant tous les projets d'armement nécessitant plus de 6 mois pour la production, avait mis fin au programme. Les ingénieurs allemands ne peuvent croire que les Américains ont résolu des problèmes qu'eux-mêmes avaient abandonnés. L'ironie s'accentue en considérant les capacités techniques allemandes. Leurs fusées de proximité électrostatiques montraient une fiabilité de 95% lors de tests, utilisant des changements de capacitance électrique plutôt qu'un radar. Si le développement avait continué, l'Allemagne aurait pu déployer des fusées de proximité dès 1941. Hermann Göring admet plus tard, lors d'interrogatoires, que les fusées allemandes étaient à 3 ou 4 mois de la production quand la guerre prit fin. La catastrophe de Noël. Le 25 décembre 1944 n'apporte aucun répit festif. Les unités allemandes tentant de profiter de Noël pour se réapprovisionner et se réorganiser découvrent que les fusées de proximité ne reconnaissent aucun cessez-le-feu. Les cuisines de campagne, les convois de ravitaillement, les zones de rassemblement subissent un bombardement dévastateur qui ne nécessite aucun observateur avancé. Le 420e bataillon d'artillerie de campagne blindé, à lui seul, tire plus de 1000 obus le jour de Noël, la plupart à fusées de proximité. Leurs canons automoteurs M7 Priest délivrent un feu rapide et précis qui surprend complètement les unités allemandes. La capacité de tirer efficacement sans observation, par mauvais temps et dans l'obscurité, transforme l'artillerie d'une arme diurne en une menace de 24 heures. L'impact psychologique est sévère. Les soldats allemands avaient appris à se déplacer par mauvais temps lorsque les avions alliés ne pouvaient pas voler et que les observateurs ne pouvaient les repérer. Les fusées de proximité éliminent ce sanctuaire. La mort peut arriver à tout moment, par tout temps, sans autre avertissement que le bref sifflement des obus entrants. Malmedy et l'élite de Skorzeny. Le 21 décembre, les commandos d'élite du colonel SS Otto Skorzeny tentent de capturer Malmedy. Ce ne sont pas des soldats ordinaires, mais des troupes spécialement sélectionnées qui avaient sauvé Mussolini, failli capturer Tito et s'étaient infiltrés dans les lignes américaines en portant des uniformes US. Ils représentent le meilleur de ce que l'Allemagne peut aligner.
Ils rencontrent un feu d'artillerie dévastateur à fusées de proximité qui transforme leurs déguisements américains d'avantages tactiques en linceul. Les obus explosent au-dessus d'eux avec une précision étrange, comme s'ils pouvaient détecter les imposteurs en dessous. Bien que les chiffres exacts des pertes restent disputés, l'attaque échoue de façon catastrophique, avec de lourdes pertes qui mettent fin aux opérations offensives de Skorzeny. L'effondrement psychologique parmi les troupes SS d'élite s'avère particulièrement significatif. Ces soldats, endoctrinés dans la croyance de la supériorité allemande et entraînés au plus haut standard, se retrouvent impuissants face à la technologie américaine. Certains survivants chargent apparemment directement vers les lignes américaines, préférant une mort rapide au bombardement continu, une rupture complète de la discipline militaire parmi les troupes les plus fanatiques d'Hitler. Réalisation industrielle. Le miracle de production derrière les fusées de proximité égale toute réalisation industrielle en temps de guerre. En décembre 1944, plus de 100 entreprises américaines s'étaient converties à la production de fusées. La Crossley Corporation abandonne la fabrication de réfrigérateurs pour l'assemblage de fusées. Emerson Radio se reconvertit de l'électronique grand public à la production d'armes. Sylvania, RCA et General Electric dédient des installations entières au programme. Le contrôle de la qualité dépasse tout ce qui avait été tenté auparavant en production de masse. Chacun des 130 composants subit un test individuel. Chaque soudure est inspectée sous magnification. Des échantillons aléatoires sont réellement tirés pour s'assurer de leur survie en conditions de combat. Le taux de rejet est impitoyable. Tout composant montrant une légère déviation est jeté. La main-d'œuvre, majoritairement féminine, maintient cette précision tout en travaillant par équipe de 12 heures, 6 jours par semaine. Elles ne peuvent pas savoir ce qu'elles fabriquent en raison du cloisonnement sécuritaire. Elles savent seulement que c'est vital pour l'effort de guerre. En décembre 1944, elles produisent une fusée de proximité toutes les 2 secondes, 24 heures sur 24. La réduction des coûts réalisée est remarquable. En 1942, chaque fusée coûte $732, plus que le salaire annuel d'un ouvrier. En décembre 1944, la production de masse a fait chuter le coût à $18 par unité, tout en maintenant la qualité. Cette efficacité permet la production de 22 millions de fusées pendant la guerre, dont 200 000 déployées durant la seule bataille des Ardennes. L'arithmétique de Patton. Le général Patton comprend la valeur des fusées de proximité mieux que tout autre commandant peut-être. Sa 3e armée, fonçant pour secourir Bastogne, les utilise comme une arme de percée. Son commandant de l'artillerie, le brigadier général Edward Williams, développe de nouvelles tactiques spécifiquement pour l'emploi des fusées de proximité. Williams est le pionnier de la concentration Time on Target, utilisant les fusées de proximité. Des bataillons multiples tirant simultanément pour que les obus arrivent ensemble. Quand des douzaines d'obus à fusées de proximité détonnent simultanément à la hauteur optimale, l'effet est apocalyptique. Les soldats allemands l'appellent le glas de la mort. Dans la semaine du 22 au 29 décembre, la 3e armée de Patton tire 50 000 obus à fusées de proximité. Les résultats sont décisifs pour briser la résistance allemande et ouvrir le corridor vers Bastogne. Patton lui-même écrit « La fusée Funny a gagné la bataille des Ardennes pour nous. La crête d'Elsenborn tient. » La bataille de la crête d'Elsenborn démontre les fusées de proximité à leur efficacité maximale. Là, les 2e et 99e divisions d'infanterie tiennent un terrain critique contre la 6e armée Panzer SS, incluant la division d'élite 1er SS Panzer Leibstandart Adolf Hitler. Sur 3 jours, du 17 au 19 décembre, l'artillerie américaine tire 160 000 obus, dont environ 40 000 sont à fusées de proximité. Ces 25% d'obus sont responsables d'environ 60% des plus de 5 000 pertes allemandes. Les mathématiques sont indéniables. Les fusées de proximité multiplient la puissance de feu américaine par un facteur de 4. Les attaques allemandes, lancées répétitivement sur les pentes boisées et escarpées, rencontrent des murs d'acier explosant dans les airs. Des compagnies entières disparaissent en quelques secondes. Les corps s'empilent, si épais que les vagues suivantes doivent grimper par-dessus leur propre mort.
Après 3 jours, les attaques cessent. L'élite de la Waffen-SS a été brisée par la technologie américaine. La destruction de l'opération Bodenplatte. Le 1er janvier 1945, la Luftwaffe lance l'opération Bodenplatte. 900 chasseurs attaquant les aérodromes alliés. La surprise est totale, prenant de nombreux avions alliés au sol. Mais les pilotes allemands, revenant de leur mission, rencontrent des murs de feu anti-aériens à fusées de proximité. Sur les 277 avions allemands perdus ce jour-là, 172 sont abattus par des canons anti-aériens, la plupart utilisant des fusées de proximité. Le taux d'abattage stupéfie les deux camps. Les pilotes allemands, entraînés à esquiver le tir anti-aérien prédictif, trouvent des obus qui explosent précisément là où ils causeraient le maximum de dégâts. La Luftwaffe, déjà paralysée, ne se remet jamais de ses pertes. La fin du secret. Début janvier 1945, il devient impossible de maintenir le secret. Trop d'obus ont été tirés. Trop de soldats en ont été les témoins. Le 6 janvier, le département de la guerre autorise une divulgation limitée. Le New York Times rapporte l'existence d'un nouveau type d'obus d'artillerie qui multiplie l'efficacité des canons américains sans expliquer la technologie. Le renseignement allemand comprend enfin la signification de l'arme, mais trop tard. Un rapport du 10 janvier de la section Armées étrangères Ouest déclare « Les Américains possèdent une fusée d'artillerie radiocommandée qui fait détonner les obus à la hauteur optimale pour un effet antipersonnel. Cette arme a causé de sévères pertes parmi nos forces dans les Ardennes. Aucune contre-mesure efficace n'existe. Évaluation de l'impact stratégique. L'analyse d'après-guerre révèle l'impact décisif des fusées de proximité. Le maréchal Gerd von Rundstedt déclare « La fusée de proximité fut décisive. Nos attaques échouèrent, non pas à cause du courage américain, bien qu'ils aient bien combattu, mais à cause d'une artillerie qui semblait avoir des yeux. » Le général Hasso von Manteuffel, commandant de la 5e armée Panzer, témoigne « L'artillerie américaine était la terreur de nos soldats, spécialement les nouveaux obus qui explosaient dans les airs. Ils causaient la panique même parmi les troupes vétérantes. » Les statistiques racontent l'histoire. 200 000 obus à fusée de proximité tirés, responsables d'environ 15 000 à 20 000 pertes allemandes, jusqu'à 20% des pertes allemandes totales. L'arme atteint une efficacité de 5 à 10 fois supérieure aux munitions conventionnelles, tout en ne nécessitant aucune observation avancée par mauvais temps. Le coût humain. Derrière chaque statistique se cache une tragédie humaine. Des soldats allemands, beaucoup d'entre eux, des adolescents enrôlés dans les dernières phases de la guerre, meurent d'une manière que la guerre traditionnelle n'avait jamais envisagée. Ils sont tués par des armes qui semblent posséder une intelligence, qui peuvent les trouver où qu'ils se cachent. Les ouvriers de la production américaine payent aussi leur prix. Les accidents d'usine sont étouffés pour des raisons de sécurité. Les ouvriers de la Crossley Corporation, d'Emerson Radio et d'autres installations souffrent de dépression nerveuse à cause du stress et de l'épuisement. Ils produisent des armes d'une létalité sans précédent, sans savoir ce qu'ils fabriquent, portant ce fardeau dans un silence imposé. Pourtant, le calcul moral de la guerre n'est jamais simple. La bataille des Ardennes coûte 19 000 vies américaines. Sans les fusées de proximité, combien de plus seraient morts? Combien de temps la guerre aurait-elle duré de plus? Combien de victimes de l'Holocauste supplémentaire auraient péri pendant que les batailles faisaient des rages? Chaque jour de guerre écourté a potentiellement sauvé des milliers de personnes dans les camps de concentration attendant la libération. L'héritage technologique. Le programme des fusées de proximité génère des avancées qui transforment la technologie d'après-guerre. Les tubes à vide miniaturisés deviennent les fondations de l'électronique moderne. Les procédures de contrôle de qualité établies pour la production de fusées deviennent des normes industrielles. Les méthodes organisationnelles coordonnant des centaines de fournisseurs inaugurent la gestion moderne de la chaîne d'approvisionnement. Le Dr James Van Allen applique son expertise en miniaturisation à l'instrumentation satellitaire, découvrant plus tard les ceintures de radiation de la Terre.
Les principes radars évoluent vers les systèmes modernes. Le concept de capteurs autonomes prenant des décisions devient le fondement des missiles guidés et finalement de toutes les armes intelligentes. Chaque munition guidée de précision aujourd'hui descend de la fusée de proximité. La première arme qui pouvait sentir son environnement et choisir quand exploser. La révolution commencée dans les Ardennes continue sur les champs de bataille modernes où les armes intelligentes dominent la guerre. Le bilan final. La bataille des Ardennes s'est terminée le 25 janvier 1945 avec les forces allemandes en pleine retraite. La dernière offensive d'Hitler avait coûté à l'Allemagne environ 100 000 pertes sans rien obtenir. Les pertes américaines s'élevaient à 75 000, dont 19 000 tués. La fusée de proximité s'était avérée non seulement une arme, mais un facteur de victoire. L'évaluation du général Eisenhower, selon laquelle la possession par les Allemands des fusées de proximité aurait pu rendre le débarquement extrêmement difficile, voire impossible, souligne leur importance stratégique. Elle n'était pas simplement une amélioration de l'artillerie, mais une technologie révolutionnaire qui a fondamentalement changé les mathématiques de la guerre. Les soldats allemands, qui ont fait face à l'artillerie à fusées de proximité, ont vécu quelque chose de sans précédent. La mort livrée par des obus qui semblaient intelligents, qui pouvaient les trouver n'importe où, qui transformaient l'air même en une zone de mise à mort. Leur expérience a marqué la transformation de la guerre en l'âge technologique. De la première utilisation non autorisée du colonel Axelson le 16 décembre 1944 au déploiement systématique de 200 000 obus à travers les Ardennes, les fusées de proximité ont démontré que l'innovation scientifique pouvait fournir un avantage militaire décisif. La convergence de la capacité industrielle américaine, du génie scientifique et de l'adaptation tactique a créé une arme qui a aidé à déterminer l'issue de la guerre. L'histoire de la fusée de proximité est finalement une histoire de transformation technologique, tactique et humaine. Elle a prouvé que la démocratie industrielle pouvait produire des armes d'une efficacité dévastatrice, que l'innovation pouvait surmonter un désavantage numérique, que le camp avec la science supérieure l'emporterait probablement. Ces leçons ont façonné non seulement le reste de la Seconde Guerre mondiale, mais toute la structure de la guerre qui a suivi. Dans les forêts gelées des Ardennes, l'ère de la guerre technologique est véritablement arrivée. Les mathématiques de la mort ont été réécrites par de petits radars dans les obus d'artillerie, changeant pour toujours la façon dont les humains mènent la guerre. Les soldats allemands morts sous les explosions aériennes à fusées de proximité ont été les victimes non seulement d'une bataille particulière, mais d'une révolution dans les affaires militaires qui continue de façonner notre monde aujourd'hui.